Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui on part pour la Suisse, qu'on connaît pour le bon chocolat et leur fromage, et beaucoup moins pour leur parcours d'onboarding innovant. Mais dans cet épisode nous allons nous entretenir avec les hôpitaux universitaires de Genève qui ont mis en place un projet d'onboarding gamifié ambitieux, en phygital, donc à la fois en digital et en présentiel, qui a mobilisé 3 prestataires français et suisses, à savoir My Serious Game, TripTrap et Urban Gaming. À la fin de cet épisode, on débriefera avec Axel Malescassier, responsable du pôle santé de My Serious Game, anciennement responsable RH, que j'avais déjà invité il y a bien longtemps, en décembre 2018, pour parler d'onboarding dans le podcast numéro 8. Mais avant le débrief, découvrons comment les hôpitaux de Genève ont dépoussiéré leur onboarding avec Paul Terra, responsable de la pédagogie et du digital learning, et Caroline Rueg, responsable de formation. Bonjour Caroline. Bonjour Clément. Bonjour Paul. Bonjour Clément. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de vos parcours professionnels, vous présenter à nos auditeurs ? Oui, avec plaisir. Alors en ce qui me concerne, j'ai effectué tout mon parcours dans le secteur de la formation. J'ai commencé en tant que formatrice et puis ensuite responsable pédagogique. J'ai pu diriger 2 centres de formation et une école privée. Et puis j'ai également géré des grands comptes clients pour lesquels j'organisais leur programme d'intégration. D'accord. Et ça concernait les expatriés de la région genevoise qui venaient ici 3 à 4 ans sur des missions. D'accord. Et vous, Paul ? Et donc, moi, je suis un enfant des hôpitaux universitaires de Genève, c'est-à-dire que j'ai 4 vies professionnelles, mais dans la même entreprise. En fait, j'ai eu d'abord un parcours de soignant, et puis j'ai pu ensuite évoluer comme responsable de formation dans les soins, et plus particulièrement des soins aigus. Ensuite, j'ai fait du management d'équipe de responsables de formation. Et puis actuellement, je suis responsable de la pédagogie dans notre académie, au centre de formation. Très bien. Et alors donc ce projet dont on va parler aujourd'hui concerne l'onboarding, qui j'imagine est une problématique cruciale aux hôpitaux universitaires de Genève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors pour nous, c'est un moment qui est vraiment extrêmement important dans les premières heures, voire même avant d'entrer dans notre institution. Et il y a d'abord, bien évidemment, un objectif de prise de contact, comme dans toute grande entreprise ou dans toute entreprise, parce que on a une entreprise qui est extrêmement complexe et qui nécessite un accompagnement dans ses premiers pas. On a souhaité aussi, au travers d'un onboarding, favoriser le sentiment d'appartenance, puisqu'on a une culture d'entreprise auquel on souhaite que les collaboratrices et les collaborateurs puissent être immergés immédiatement. Et donc, on va l'organiser autour de ça. Et quand on parle aussi de culture d'entreprise, on parle aussi de valeurs institutionnelles, où on a 5 valeurs institutionnelles qui sont transversales, qui tournent autour des soft skills. Et c'est pour nous l'occasion de commencer aussi à promouvoir et à mettre en valeur ces éléments. Et puis, il y a aussi cette notion de, quand on entre pour certains de nos collaboratrices et collaborateurs dans une grande institution comme la nôtre, ça va être de rendre cette prise de poste la moins intimidante possible, puisque on a près de 14 000 collaboratrices et collaborateurs quand même, on a un certain nombre de services, c'est 160 métiers, et donc c'est un besoin aussi de pouvoir être accompagné. Ça peut être très intimidant, ce d'autant qu'on a beaucoup de nos collaboratrices et collaborateurs qui sont dans un premier poste, en fait, et donc il faut qu'on puisse les accompagner. Donc on a prévu plusieurs phases pour pouvoir les accompagner dans cette arrivée. Ça concerne combien de collaborateurs par an ? Ils sont plus de 1000 par an. Ah oui. Et on est sur des volets mensuels qui comprennent entre 80 et 110 personnes. Donc là aussi, ça peut être intimidant d'être accueilli avec 99 autres personnes qui démarrent avec vous dans la même grosse entreprise. Traduit, 999 pour nos amis français. Merci. Et vous aviez quelque chose à ajouter sur l'onboarding, je crois. Je vous ai vu réagir, Caroline, non ? Mais c'était justement là-dessus, en fait, parce que Paul dit que c'est très intimidant de rentrer dans une grosse structure. Il faut savoir qu'ils sont aussi énormément par mois à entrer chez nous. Très bien. Et comment vous meniez l'onboarding avant ce projet dont on va parler ? Et quel a été votre besoin initial, en fait ?
Alors, comment on le menait avant? Eh bien, historiquement, il faut savoir que c'est la direction générale et la direction des ressources humaines qui délèguent son organisation à notre service, donc le service de développement des compétences. Et puis moi, j'ai été assez étonnée lorsque j'ai intégré les HUG de voir que ce dossier-là, il n'était pas très porteur finalement. Les personnes n'étaient pas motivées plus que ça à en faire quelque chose d'un petit peu innovant, d'un petit peu différent. Donc, jusque-là, c'était un enchaînement de présentations en présentiel qui durait environ 4 heures. Et puis, on présentait l'institution, les différentes structures qui peuvent accompagner, aider les nouvelles recrues. Et puis voilà, ça se concluait avec un déjeuner qui était offert par la direction. Rien de très original, peut-être un seul petit point à relever, c'est que certaines présentations étaient un petit peu interactives. On a utilisé l'outil Klaxoon pour ce faire, et puis ça permettait au public de pouvoir interagir avec l'orateur, de pouvoir donner des commentaires, de pouvoir répondre à des questions. Voilà, c'était le seul point un tout petit peu original. Néanmoins, c'est un accueil qui était très satisfaisant pour les participants, puisque le taux de satisfaction était très élevé, les commentaires toujours positifs et constructifs. Mais voilà, il y avait ce côté un petit peu laborieux, rébarbatif, un peu ennuyeux, qu'on a voulu dépoussiérer. Une des choses qui était à mettre en évidence, c'est que les gens n'étaient pas insatisfaits. Je veux dire, on avait des retours qui étaient très positifs. Pour ceux qui connaissent, on avait un Net Promoter Score qui était entre 20 et 30. Donc, on avait quelque chose avec des retours qui étaient toujours positifs. Mais après, les évaluations dans un onboarding, c'est toujours biaisé, puisque c'est mon premier jour dans une entreprise. Est-ce que je vais pas forcément critiquer tout de suite ce qui arrive? Mais ce qui était vraiment le détonateur, c'est le directeur général qui faisait une présentation de quelques minutes au début et puis qui nous a dit « Mais maintenant, il faut secouer ce projet, il faut retourner la table, je veux quelque chose de beaucoup plus dynamique que ce qu'on faisait jusqu'à présent, en fait. » Puisque, oui, c'était très traditionnel et en fait, on avait une image qu'on souhaitait changer autour de ça. Et même en termes d'organisation, pour nous, c'était une structure organisée qui était assez rébarbative. L'anecdote, c'est que parmi les collaboratrices du centre de formation à qui on nous avait attribué cette responsabilité d'organisation, eh bien, c'était le projet qu'on ne voulait pas prendre. Et donc, c'était toujours les nouveaux qui venaient, qui devaient prendre ce projet pour commencer. Et il y avait un côté rébarbatif, c'était très chronophage, voire très administratif, avec finalement très peu de marge d'innovation. Et donc, comment vous est venue l'idée de monter un projet aussi ambitieux que celui qu'on va présenter? On a eu la chance d'avoir le soutien complet de notre direction, que ce soit la direction générale ou la direction des ressources humaines. Et puis la consigne, elle était courte. C'était secouez-moi ce public et renversez la table. Donc on a eu le sentiment d'avoir carte blanche. Et ça, c'est un luxe incroyable lorsqu'on prend en main un projet d'une telle envergure. Et donc, on a mis en commun certaines idées, on a fait un brainstorming, et puis on s'est dit, allez, on va essayer de proposer des choses qui sortent de la boîte, qui sont originales. On a été voir ailleurs, on a un peu regardé ce qui se faisait ailleurs, on a été dans les différents congrès, on a vu des choses qui se faisaient, et on a des activités individuelles, personnelles, qui ont fait qu'on a été mis en contact avec un certain nombre d'activités loisirs, qui fait qu'on s'est dit, et si on essayait de le transposer à la formation et entre autres à ce onboarding, et on y viendra après, mais ça nous a vraiment permis de tenter le tout. Et comme le dit Caroline, c'est vraiment ce moment où la direction générale et la DRH nous dit allez-y, tentez, et puis on verra ce que ça donne, qui nous a permis vraiment de tenter l'impossible et qu'on a, on verra après, bien réussi. Donc c'est vraiment une association en fait d'idées qui ont fait que au final on est arrivé à un projet très 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 abouti. Alors du coup vous avez fait appel à 3 prestataires en France et en Suisse. Donc My Serious Game à Tours en France pour la partie pré et post-boarding en digital. Trip Trap à Genève pour une seconde partie Escape Game. Et après Urban Gaming à Paris pour une expérience rallye dans vos locaux.
Alors on va expliquer ça juste après, on va rentrer dans le détail de tout ce projet, mais pourquoi avoir choisi ces prestataires? Qu'est-ce qui vous a mené à eux? Donc c'est en faisant une veille, comme vous le disiez à l'instant, c'est ça? Oui, alors on a établi des cahiers des charges, on avait des critères assez précis. Entre autres, un de nos critères principaux, c'était un critère de savoir-faire, c'est-à-dire que on souhaitait des agences qui avaient l'habitude de ce type de projet, qui l'avaient déjà fait, qui avaient des idées aussi à proposer. C'était aussi un souhait d'avoir des entreprises qui aient une certaine solidité, hein, on souhaitait une certaine envergure. Donc pour nous, il fallait que le cahier des charges puisse être assumé jusqu'au bout. Il y avait quelque chose qui était très particulier dans notre projet, c'était on a souhaité très rapidement que les agences puissent collaborer ensemble. Donc c'est 3 projets dans un projet en fait. Et donc tout de suite, la condition, ça a été, si vous travaillez avec nous, vous devez travailler avec d'autres agences qui potentiellement pouvaient être aussi concurrentes. Donc, il y avait cette envie de collaborer. Et puis, cette capacité à s'engager dans autre chose que ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire de prendre à bras ouverts le fun. On voulait du pétillant. On voulait changer l'état d'esprit. Donc, ça veut dire aussi changer l'état d'esprit. C'est aussi des activités qui vont dans ce sens-là. Et puis, on voulait aussi changer de paradigme autour de ce onboarding. Hein. Ne plus être sur des présentations, mais vraiment sur des activités à part entière. Et puis, autre chose qu'on a souhaité, puis qui en a découlé automatiquement, c'est cette volonté d'apprendre entre nous, c'est-à-dire que les entreprises, vous avez appris des choses de ce projet et nous avons appris aussi des choses de ce projet. Donc, on a vraiment souhaité quelque chose de solide, des entreprises solides avec des idées. Ça, c'était super important aussi. C'était que vous puissiez, que ce soit vous ou les autres entreprises, apporter un certain nombre d'idées innovantes et aller au-delà de ce qu'on peut attendre d'un projet comme celui-là. Et pourquoi aller les chercher en France, à part une des sociétés qui est suisse, mais est-ce qu'il y a des limites au marché du learning en Suisse? Pourquoi des entreprises françaises? Alors, on a ce privilège, c'est d'être dans un marché finalement ouvert. Donc, en Suisse, on peut tout à fait travailler de manière internationale. On n'avait pas de contraintes autres que celles des marchés publics, hein, puisque on est une entreprise publique, une institution publique. Et puis l'autre contrainte, c'était la sécurité des données, mais comme on est aligné sur le RGPD, avoir des entreprises avec nous françaises n'était pas un problème. Et l'autre chose, c'est que en ouvrant comme ça nous permet de choisir aussi ce qui correspond le mieux à notre besoin. Donc on peut vraiment ouvrir le champ et puis à notre budget, puisque c'est pas forcément des budgets illimités et donc il faut qu'on puisse mettre de la concurrence. C'est vrai, le marché suisse, c'est un marché qui est petit malgré tout. On a des entreprises de learning, hein, mais en l'occurrence, on n'a pas trouvé ce qu'on souhaitait en Suisse et donc on a élargi. On peut tout à fait aller en France, on peut aussi aller en Belgique. Vous savez, le marché suisse, en fait, on a 3 régions linguistiques et la région francophone va se tourner beaucoup plus facilement sur la France et la Belgique que sur l'Allemagne, par exemple, où il y a quand même un certain nombre de différences culturelles aussi au niveau de la formation. Une des particularités aussi pour nous qui était importante, et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des entreprises françaises, c'est que on partage les mêmes problématiques pédagogiques, les mêmes problématiques d'entreprise. On a une culture qui quand même se ressemble beaucoup, et puis on partage les mêmes modèles théoriques. Donc ça facilite les choses. Donc le fait de travailler avec les entreprises françaises ou suisse, finalement, ce qui nous importe, c'est la réponse que vous allez avoir à notre besoin et pas que vous venez de Suisse, de France ou de Belgique. Voilà. D'accord, alors justement, cette réponse, elle se décompose en différentes étapes. Donc, comme je l'ai dit, pré-boarding, escape game, rallye et post-boarding. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, nous faire suivre un petit peu le cheminement et le parcours que va prendre un nouvel arrivé du coup aux hôpitaux universitaires de Genève?
on avait d'abord une première phase qui est ce fameux pré-boarding dont on a évoqué. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on a donc une campagne de onboarding par mois. Et donc, chaque mois, dès l'engagement de la personne, donc dès l'instant où elle signe son contrat, on va l'engager en fait dans un processus de formation et d'accueil. Et donc, on a créé une application avec My Serious Game qu'on a appelée Bienvenue Hugues, et qui est Bienvenue Hugues, en fait, qui est un accès en fait à 12 capsules de 5 minutes à peu près qui présentent l'institution de différentes manières. Ça va être des vidéos de présentation générale, ça va être des vidéos interviews, ça peut être du motion design aussi. Et puis, en fait, ces 12 capsules sont encapsulés sur un tableau, on va dire, un plateau de jeu, un peu à la Sims, hein, où on va avoir un hôpital qui est représenté et à chaque capsule visionnée, eh bien, on va avoir une scénette de l'hôpital qui va pas s'animer, mais en tout cas s'allumer et être visible sur le plateau de jeu. L'idée, c'est qu'il y a 2 personnages virtuels qui vont accompagner la future collaboratrice et le futur collaborateur, et il se trouve que ces 2 personnages sont les 2 personnes que les gens vont voir dans le réel, et en l'occurrence Caroline. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces capsules, elles ne sont pas disponibles tout en même temps. On a décidé de les mettre à disposition tous les 2 jours. Donc, il y a une capsule qui est débloquée tous les 2 jours. Et une des particularités, quelque chose qui était nouvelle pour nous, c'est qu'au lieu de travailler avec et de communiquer avec du mail, on a choisi le dispositif du SMS, imaginant que on attrape plus les gens avec un SMS, et les gens peuvent tout de suite accéder à la plateforme par le SMS, et on sait que le email maintenant devient plus difficile communiquer avec le email est moins porteur. Voilà, donc ça c'est la première phase. Donc jusqu'à le premier jour, eh bien, il y a toute une série de capsules qui sont distribuées. Bien évidemment, si on est engagé quelques jours avant le premier jour, eh bien, on va accéder à toutes les capsules qui ont déjà été ouvertes. Et c'est vrai que pour compléter ce que dit Paul, le ton de toutes ces capsules, il se veut quand même dynamique, court. Elles font 5 minutes maximum, et puis convivial. Et lorsque Paul vous disait qu'on voulait changer de paradigme, eh bien ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on a dessiné des personnages, on a essayé de créer un environnement bienveillant, simple, et puis avec un petit côté sympa, dans le sens où là, on va accueillir 160 métiers. Donc, on n'a pas que des médico-soignants. On a des paysagistes, des informaticiens, des architectes, des cuisiniers. Et donc, l'une des contraintes et l'un des enjeux de cet accueil, c'était de pouvoir accueillir tout le monde et de répondre à tout le monde. Donc, c'est ça, en fait, qu'on a voulu essayer de mettre en œuvre et dès les semaines qui précèdent, en fait, la prise de poste. La deuxième partie, c'est le jour J. Donc là, c'est le grand jour. C'est le premier jour où ils arrivent à l'hôpital. C'est peut-être le plus stressant pour eux. Ils sont dans une dynamique où ils veulent bien faire, où ils veulent arriver à l'heure et où ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et la première surprise, on les accueille dans un énorme auditoire universitaire qui fait 400 places environ. Et puis effectivement, ils se retrouvent à 80 ou 100 dans cet immense auditoire. Et l'une des premières activités qu'on leur propose, c'est effectivement un chest game qu'on a co-conçu avec un prestataire suisse qui a fabriqué sur mesure des chests, donc des coffres, à l'intérieur desquels se cachent 12 énigmes. Chaque énigme a une mécanique de jeu. Il y a de l'électricité, il y a des aimants, on doit percer une carte, on doit retrouver l'ordre d'apparition de personnages. Voilà, je vous en dis pas plus. Oui, il faut pas spoiler pour les nouveaux arrivants, du coup. Exactement. Donc voilà, il y a 12 énigmes. Et en fait, par groupe de 4, naturellement disposés dans l'auditoire, on les fait jouer pendant environ 40 minutes. Et finalement, ce jeu, c'est un prétexte pour nous
Alors déjà, de les mettre ensemble, de leur permettre de collaborer, de travailler en équipe avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et par là même, on reproduit en fait le climat dans lequel ils vont travailler à l'hôpital, puisqu'ils ne vont pas toujours connaître l'équipe avec laquelle ils vont travailler. Et à la fin du jeu, ils se rendent compte que les énigmes qu'ils ont résolues les amènent à réfléchir sur les 5 valeurs relationnelles des HUG. Et ça, c'est vraiment la découverte pour eux. C'est peut-être le meilleur moment parce que le jeu, c'est le prétexte. Le jeu, c'est le moment de fun. Et puis à la fin, on découvre quand même que ça a été scénarisé pour leur permettre d'accéder à une information qui est très importante pour nous et qui est à avoir dès les premiers pas au HUG. D'accord. Donc ça, c'est la partie qui a été réalisée par Trip Trap, c'est ça, à Genève? Oui, exactement. On l'a co-conçu. Ils sont allés fouiller dans nos archives pour trouver une histoire qui correspond à celle des HUG, et tout a été fait sur mesure pour nous. D'accord. Une des choses importantes aussi qu'on a souhaité, c'est qu'il y ait une certaine cohérence entre toutes les activités. Et donc, il y a cette entrée dans l'histoire, sans en dire trop, ça fait référence à des faits passés, existants, ou à des pratiques au HUG existantes. Donc, c'était aussi c'est une manière aussi de découvrir un certain nombre de fonctionnements et surtout du passé des HUG, et avec des jeux qu'on va faire ensuite. Une des choses aussi qui était importante pour nous, c'était d'interpeller ensuite nos participants sur ce qu'ils ont vécu avec cette boîte, et entre autres d'essayer de faire le parallèle avec les différentes valeurs qu'on essaie de porter tout au long de cette matinée. Et donc, au travers de votre collaboration autour de la boîte, qu'est-ce que vous avez mis en jeu et qu'est-ce que vous avez mis en valeur? Qu'est-ce que vous avez mobilisé comme valeur actuelle des HUG? Ensuite, on va avoir une troisième phase qui est la phase, on va dire, des présentations orales. C'est en fait un moment où on va reprendre en fait tous les concepts des capsules qui ont été vus en pré-boarding, et puis les mêmes personnes ou des personnes référentes viennent approfondir en fait les sujets qui ont été vus pendant le pré-boarding, ce qui fait qu'on ne veut pas faire de redondance, mais par contre l'idée c'est d'aller plus loin que ce qui a été évoqué dans les 5 minutes de chaque capsule. C'est des présentations qui sont très courtes, qui durent 7 minutes, mais qui permettent d'aller un petit peu plus loin et d'amener un peu plus de contenu, ou alors de renforcer certains messages clés et de parler d'une certaine actualité. Par exemple, on a la médecine du travail qui va évoquer les différents points actuels auxquels il faut être vigilant en tant que nouveau collaborateur en termes de santé. On est dans un hôpital, donc potentiellement, on peut avoir aussi des épidémies, sans parler du Covid, mais par exemple, on peut signaler qu'il y a une épidémie de grippe ou une épidémie de coqueluche, comme dernièrement. Voilà. Et ça se fait, en fait, cette fois-ci, c'est un peu le moment où tout le monde en est un peu plus traditionnel, en fait, dans la manière d'exposer les choses, si ce n'est qu'on a souhaité le faire sous un format d'interview, où l'un de nous deux interviewe, en fait, la personne qui présente. Donc, c'est pas un grand discours derrière un pupitre, mais on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus vivant et interactif, avec des vidéos aussi entre, et on utilise aussi des outils pour un peu traditionnellement maintenant, mais avec des quiz, et on peut interpeller le public avec des applications qu'on utilise pour du quiz en grand groupe. Voilà. D'accord. Ensuite vient la partie rallye. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Oui, effectivement. Donc là, il faut s'imaginer qu'on est à peu près à la fin de la matinée. Le fait d'avoir joué ensemble et d'avoir démarré comme ça a permis de mettre une excellente ambiance. Les gens se parlent, les gens ont fait connaissance naturellement. Et donc là, ils sont vraiment dans une posture où ils ont envie d'aller faire ce rallye, ils ont envie d'échanger encore et d'en savoir davantage sur l'hôpital. Donc le rallye va les emmener pendant environ 40 à 50 minutes dans le bâtiment principal de l'hôpital, notamment dans les sous-sols, vers 6 points d'intérêt.
Et à chaque point d'intérêt, ils doivent résoudre 3 petites énigmes. Les énigmes sont là encore des prétextes pour leur donner des informations supplémentaires, mais pratiques et essentielles à avoir lorsqu'on démarre au HUG. Donc ça peut être des informations sur les programmes mobilité douce, la sécurité incendie, récupérer ses vêtements, pour ceux qui ont des vêtements professionnels, les personnes qui travaillent notamment dans notre voirie, nos médico-soignants. Donc voilà, ces 6 points d'intérêt en fait sont intéressants et de manière transversale. Et là encore, on a voulu faire qu'on puisse s'adresser à nos 160 métiers. Et puis, à la fin de ce rallye, ils reviennent dans l'auditoire. Et on a un petit mot de conclusion, mais voilà, ce rallye, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'ils visitent l'hôpital, pas entièrement évidemment, mais ils visitent l'hôpital, ils se rendent compte finalement des différents environnements de travail de chacun, et puis entre eux, ils s'échangent des informations supplémentaires. C'est pas rare que dans un groupe de 4, il y ait quelqu'un qui dise « Ah oui, mais alors c'est là que je vais récupérer ma blouse, etc. Et comment ça marche ? Et puis moi, je vais travailler là, finalement. » Donc, c'est très intéressant, en fait, d'observer les échanges et puis de voir comment, au travers d'un jeu, on peut initier la rétention d'informations et favoriser cet ancrage. Alors, j'ai peut-être une question bête, hein, mais moi, là, je m'imagine une sorte de chasse au trésor dans les locaux, en quelque sorte. C'est un peu ça, hein, le rallye. Oui. Est-ce que c'est pas un peu bizarre? Nous, on a souvent eu cette remarque de la part de clients. Oui, mais moi, j'ai pas envie de faire jouer mes collaborateurs. Ils réalisent pas qu'en fait, le jeu sérieux, c'est pas vraiment du jeu, mais de faire une sorte de chasse au trésor dans un hôpital où finalement, il y a des gens qui travaillent, il y a des patients malades. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage de faire jouer des gens comme ça dans un hôpital, dans un environnement si sérieux finalement? Oui, on a eu 1 ou 2 fois cette remarque. Et le décalage, on l'assume complètement. On a envie de donner une autre image de l'hôpital. Et puis ce jour-là, en fait, les nouveaux collaborateurs sont sous la surprise. Parce que justement, ils s'attendaient à quelque chose de peut-être plus consensuel, conventionnel. Et puis finalement, on a su leur montrer que malgré le fait qu'on soit un hôpital, on sait être innovant. On sait positionner les informations importantes et puis c'est notre rôle à Paul et à moi pendant toute la matinée de leur rappeler qu'on les accueille avec bienveillance, mais on est là aussi pour leur donner des messages clés, des informations qui vont être pratico-pratiques, comme se connecter à l'environnement informatique, où aller garer son vélo, son scooter, etc. Donc finalement, ils ont compris que le jeu était une modalité pour apprendre et pour s'informer. C'est important pour nous de ne pas être juste sur de la visite, parce qu'en fait, on ne les fait pas aller dans les chambres de patients ou dans les unités de soins, on les fait vraiment aller dans les sous-sols, un peu dans l'envers du décor. Et puis, on a vraiment souhaité associer ça à des services que proposaient les hôpitaux universitaires de Genève pour le bien des collaboratrices et des collaborateurs, avec aussi des financements d'abonnement, par exemple, pour le bus et les transports publics. Donc, il y a un intérêt quand même autre que simplement jouer. C'est pas le rallye anniversaire. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on a mis en place... Le fait qu'ils soient en groupe aussi fait que même s'il y a quelqu'un qui tire un peu la patte sur l'envie, il est embarqué par le groupe. Et ça marche extrêmement bien. Caroline a relevé qu'il y a eu 1 ou 2 personnes, mais c'est vraiment infime de personnes qui trouvent ça un peu infantilisant. Et la plupart des gens sont vraiment très, très enthousiastes, et on aura probablement l'occasion d'en reparler après sur les retours qu'on a eu globaux. Mais aujourd'hui, ce jeu est plutôt plébiscité. Et les gens voient ça comme une manière originale. Quand on doit aller visiter le lieu où on va récupérer ses habits professionnels, on voit entre eux, ils se parlent. Il y a certaines personnes qui étaient déjà stagiaires aux hôpitaux universitaires de Genève, donc ils peuvent
il donne des conseils aux autres collègues, comment je vais utiliser mon badge, l'utiliser comme porte-monnaie par exemple. On utilise notre badge comme porte-monnaie. Eh bien, le collègue à côté qui a déjà vu ça va pouvoir lui expliquer. Il y a quelque chose qui se passe et qui est vraiment extrêmement intéressant. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est les mêmes groupes qui ont déjà travaillé autour de la boîte. Donc, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas encore perdu de groupe dans les dédales des 13 kilomètres de couloirs qu'on a. Donc, ça fonctionne très, très bien, ouais. Et on a associé, et ça, c'est... pour pas les citer, enfin, c'est avec Urban Gaming qu'on a monté ce dispositif. On associe, vous savez que peut-être pour eux, la notion de figital est quelque chose d'important. Donc, on associe l'utilisation du smartphone, l'utilisation d'un document papier pour les indications aussi. On s'est rendu compte qu'il fallait les deux parce que utiliser un smartphone pour se guider n'était pas évident en fait dans les couloirs, et donc on a préféré allier les énigmes sont sur le smartphone et les consignes pour avancer d'un point à un autre sont sur du papier, sur des documents écrits. Et ce que nomme Paul est très important parce qu'en fait, le but d'un rallye, c'est de pouvoir s'orienter. Ça, c'est la première raison d'être du rallye. Eh bien, ce rallye permet à nos collaborateurs de s'orienter. Ils comprennent comment fonctionnent les étages, comment fonctionnent les ailes de l'hôpital, comment fonctionne la numérotation des salles. Et ça, c'est très important pour la suite de leur parcours chez nous. Bien sûr. Et pour compléter et finir... il y a tous, en fait, à la fin du rallye, ils arrivent derrière une toute dernière étape qui les ramène à l'auditoire. Et là, on va avoir une dernière énigme où il faut trouver le mot de passe qui permet d'ouvrir la 4e phase, qui est la phase du post-boarding. Peut-être que je vais enchaîner sur cette partie-là, qui est pour nous aujourd'hui notre phase encore... qui est développée, mais qui mérite encore d'être retravaillée. En fait, on retourne sur l'application Bienvenue. À la fin de notre rallye, on va récupérer un mot-clé et on va rentrer ce mot-clé dans l'application pour que on puisse accéder au post-boarding. Et ce post-boarding, ça va être une série de vidéos, de tutoriels plutôt même, qui présentent en fait les fonctionnalités, enfin les usages en fait de l'informatique, entre autres particulièrement, mais aussi d'autres activités pour bien commencer au fait au HEG en ce qui concerne l'informatique, entre autres, puisque c'est souvent avec ça qu'on a des difficultés. Donc ce post-boarding, pour le coup, on a 6 vidéos et c'est des vidéos qui sont ouvertes les 6 en même temps. Donc il y a plus ce mécanisme d'ouverture tous les 2 jours. D'accord. Donc là, pour le coup, c'est full digital. Là, pour le coup, c'est full digital. Et donc, c'est vraiment pour tous les collaboratrices et les collaborateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'étape d'après, puisque là, on finit la matinée, l'étape d'après, ça va être un parcours d'intégration par filière professionnelle. Et donc là, c'est vraiment les filières professionnelles qui organisent l'intégration. Quand on parle de filière professionnelle, c'est la filière médicale, la filière soignante, la filière, ce qu'on appelle d'exploitation, donc tout ce qui est logistique, et puis on a une filière aussi administrative. Et ça, nous, on s'en occupe plus. Et en fait, ce qu'on a pu montrer avec ces 3 phases, celle qui prépare l'arrivée, celle qui accueille et celle qui accompagne, c'est qu'on a réussi à humaniser l'accueil et l'intégration de nos nouveaux collaborateurs. Et je crois que ça, c'est vraiment une notion importante parce que sur tout ce dispositif, on a pu mélanger le côté digital et le côté présentiel, le côté distanciel et le côté finalement où on est très proche parce qu'on les accompagne sur toute cette matinée d'accueil. Ils nous reconnaissent parce qu'ils nous ont vus dans des vidéos où ils nous ont vus en tant que personnages et puis ensuite ils nous voient en vrai. Et je crois que ce côté humain est très important et très apprécié. Donc d'un projet peu porteur, on fait des envieux aujourd'hui. Alors justement, ça c'était une question que je voulais vous poser parce que Paul avait dit tout à l'heure que vous apparaissiez, du coup Caroline, dans le jeu. Donc vous avez été cartoonisé, je crois presque. Vous apparaissez dans le jeu. Vous avez dû mettre la main à la pâte finalement.
Qu'est-ce que ça vous a plu de participer à cette expérience? Et puis, quel était vraiment aussi le but de vous faire apparaître dans le jeu comme ça? Bon, vous avez commencé à y répondre, mais... Oui, alors c'est vrai que le premier but, c'était d'humaniser, de mettre des prénoms, des visages, des voix sur des gens qu'ils allaient voir. C'était de jouer aussi sur le côté irréel, réel, et d'y trouver de la cohésion. Donc ça, c'était très important. Oui, il faut mettre la main à la pâte. Oui, j'ai adoré faire cet exercice parce que ça m'a sorti de ma zone de confort et puis en même temps, je me suis sentie très proche des nouveaux collaborateurs. Et c'est sympa parce que quand ils vous reconnaissent et qu'ils vous disent « Ah, je vous ai vu », ils osent parler, poser des questions, se renseigner et tout ça, ça fluidifie et ça facilite leur arrivée. Et alors, donc au final, une fois que toutes ces modalités ont été... forment ce gros projet, on est sur quelque chose quand même de très ambitieux, de très innovant. Est-ce que ce concept de parcours comme ça, Figital, c'est quelque chose que vous avez déjà vu ailleurs, pas forcément dans la santé, hein, peut-être même dans une autre industrie Alors, peut-être comme on l'a dit au début, notre idée c'était déjà de voir ce qui existait sur le marché, donc entre autres dans d'autres entreprises, et puis et dans le monde de la formation dans sa globalité. Nous, on vient du monde de la formation, donc on est très joueurs en fait finalement. Et l'idée c'était qu'un accueil devait être de la formation, mais aussi un espace de jeu potentiellement et de lieux où on se rassure et donc on a voulu vraiment essayer d'associer. Donc on a vu qu'il y avait sur le marché des applications de pré-boarding, on a du post-boarding, on a vu aussi Urban Gaming fait ces fameux rallyes, mais par contre on les a jamais vus associés. Et pour nous, c'est l'originalité du projet tient aussi là-dedans, c'est que quand on discute avec Trip Trap, par exemple, ils ont jamais fait ça dans un auditoire. Et donc, eux, ça les a, et pourtant, ils sont le 2e mondial, et ils ont jamais eu à animer autant de monde dans un chess game comme celui-ci. Donc, il y avait vraiment un challenge pour vous. Il y avait d'autres challenges aussi, de devoir travailler avec d'autres. Et puis, ce qui était assez intéressant, c'est que le projet était mouvant et que quelque chose qui allait changer, par exemple, sur notre présentiel, allait avoir un impact sur le pré-boarding ou allait avoir un impact sur le rallye, puisqu'on voulait quelque chose de très cohérent. Donc, donc c'était le fait d'associer cela qui, pour moi, et pour nous, était vraiment original et aussi, un des avantages de ce projet, c'est que il n'est pas terminé. En fait, il n'est jamais terminé. Et en ce sens, eh bien pour nous, c'est aussi extrêmement riche parce que ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet d'avancer. Lorsqu'on a préparé ce podcast avec Caroline, on a eu l'idée qui nous est venue d'une maison, en fait. C'est un peu comme une maison qu'on construit. Et en fait, on va faire tout au long de notre chantier, on va faire des réunions de chantier avec les différents les corps de métier et il va falloir s'aligner en fonction des différents calendriers. Et donc, tout ça pour dire que d'associer des modalités comme celle-ci, c'est quelque chose qui est assez nouveau et particulièrement sur un accueil. Après, nous, notre perspective, c'est avant tout que les gens prennent du plaisir. Que ce soit original, alors oui, on voulait de l'originalité, oui, on veut mettre en évidence un certain nombre de choses qu'on sait faire, mais par contre, ce qu'on veut surtout et avant tout, c'est que les participantes et les participants vivent une expérience, vivent un moment à part. Et quoi de mieux que le premier jour dans son entreprise pour vivre ce moment-là, en fait. Voilà. Bien sûr. Mais alors, par contre, travailler avec 3 prestataires différents pour un projet comme ça, j'imagine que ça n'a pas dû être simple non plus. Pourtant, donc, votre besoin, il a été exprimé en décembre 2022 et le projet, il a pris forme en seulement 6 mois. C'est très rapide. Comment vous avez fait pour coordonner 3 prestataires différents, orchestrer tout ça et réussir à être aussi efficace comment vous avez fait? Tout à l'heure, je vous ai parlé du brainstorming initial. On a brainstormé à 3 personnes. On a décidé que ces 3 personnes seraient finalement les 3 chefs de projet de ce onboarding. On s'est réparti les rôles. Chacun a pris une phase du projet. Paul a été très impliqué avec My Serious Game.
donc pour le pré-boarding et le post-boarding. Moi, j'ai été très impliquée sur la partie présentielle, donc le jour J. Et puis, notre troisième chef de projet, Cécile, elle a été très impliquée sur la partie rallye. Donc, se répartir les rôles, c'est une partie de la réponse à la question. Donc, on a travaillé tous les trois en parallèle, avec chacun notre prestataire. Et par contre, on a eu la discipline de se réunir extrêmement régulièrement, comme une réunion de chantier, où tout le monde, finalement, partageait ses avancées, ses difficultés aussi. On a eu quelques petits encombres pendant quelques semaines, mais le fait de se réunir comme ça, de manière très disciplinée, très calibrée, très carrée, ça nous a permis d'avancer à une cadence parallèle, tout en répondant à des deadlines différents. Parce que vous, My Serious Game, vous aviez des deadlines complètement différents. Il fallait que vous soyez prêts bien avant. Et puis, pour la deuxième partie, Trip Trap devait suivre votre rythme pour pouvoir prendre la main aux activités. Et enfin, Urban Gaming. Donc, voilà, je crois que c'est une partie de la réponse, se répartir les rôles, se réunir, et puis travailler dans une ambiance conviviale, avec une notion de partenariat très claire. C'est-à-dire que, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on se partageait toujours les choses avec beaucoup de simplicité et avec l'envie de construire et de résoudre les problèmes au fur et à mesure où ils arrivent. Un point qui était intéressant et important, c'est on a relevé vraiment l'enthousiasme de tout le monde pour un objectif particulier. Donc l'idée, c'était pas de mettre en valeur son produit, sa manière de travailler, mais c'était vraiment que le tout soit le plus cohérent possible et chaque acteur de ce projet a vraiment contribué à ça en mettant vraiment les expertises au service du projet avant tout. Alors ça peut paraître un peu comme ça idyllique, mais on a pu monter ce projet en 6 mois que parce que les gens ont tous travaillé dans le même sens et qu'on a été soutenus et qu'on a été poussés même à aller encore plus loin à chaque fois. Et encore aujourd'hui, et probablement qu'on en reparlera, mais encore aujourd'hui, eh bien, on travaille entre nous, mais aussi avec vous, pour améliorer en fait notre dispositif. Probablement qu'il y a aussi, d'abord, il fallait une grosse expérience quand même de tous les partis, aussi de notre côté, puisqu'on c'est des projets, même si celui-là, on peut dire que c'est le projet ultime, néanmoins, on a l'habitude de monter des très gros projets, donc ça a aussi facilité les choses et le dialogue entre les uns et les autres et l'ouverture des uns et des autres et l'intérêt que les uns et les autres portaient à leur technologie ou leur manière de travailler était vraiment... a été vraiment clé, au point où chaque chef de projet est venu participer au pilote, en fait, pour qu'il puisse aussi vivre l'expérience. Donc, c'était vraiment très, très agréable comme projet, même si ça a été difficile. Moi, ce que je relève aussi, c'est l'agilité. On a été très rapide à valider les livrables. Donc, ça explique aussi les 6 mois. Et puis les prestataires ont été très rapides à réajuster quand on demandait des réajustements. C'est cette agilité-là qui a permis que le projet sorte de terre en quelques mois seulement. D'accord. Du coup, il a été lancé en juin 2023, c'est ça ? Il y a un petit peu plus d'1 an. Est-ce que vous avez eu déjà des retours sur ce parcours d'onboarding ? Oui, alors en fait, on a fait un pilote avec des collaboratrices et des collaborateurs internes au HUG lors du pilote pour qu'on puisse avoir des premiers retours. Et puis, on a fait aussi un deuxième pilote avec des personnes qui n'avaient rien à voir avec les HUG, juste pour percevoir si ce qu'on avait prévu était tout à fait adapté à des personnes qui ne connaissaient pas l'institution. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait ces pilotes quelques jours avant le lancement, donc on a eu très peu de temps pour lancer. Alors oui, on a eu des retours.
On a fait quelque chose d'assez traditionnel, puisqu'on a fait des modalités d'évaluation avec des questionnaires à chaud et puis à froid. Dans un premier temps, on avait surtout axé sur l'expérience. On a mis un peu de côté à tort, et là on est en train d'y revenir sur vraiment essayer de mesurer l'impact, sachant que nos commanditaires, entre autres notre direction générale, avaient comme un objectif finalement extrêmement difficile, puis en même temps assez large, puisque pour eux, pour notre directeur général, l'objectif c'était que les gens aient la bonne information au bon moment, mais surtout qu'ils sortent avec le sourire et avec l'envie de revenir le lendemain d'une certaine manière. Mais quand même, on a quand même fait des questionnaires à chaud un peu pointu, avec d'abord des retours globaux qui sont juste excellents, des commentaires qui étaient dithyrambiques parce que est mise en avant vraiment cette surprise. On s'attend vraiment à tout sauf à ça. Je parlais du NPS tout à l'heure, du Net Promoter Score à 20-30 avant. Eh bien, pour nos sessions avec le nouveau modèle, c'est à plus de 80. Donc, on peut dire en tout cas, en termes de recommandations, on avait quelque chose qui était extrêmement positif. Il y a cet effet de surprise, il y a cet effet d'étonnement, et il y a autre chose qui sort aussi, c'est un sentiment de sécurité, c'est-à-dire un sentiment d'être accompagné, d'être accueilli. Et pour nous, c'est un objectif qui est extrêmement important, au-delà de simplement des activités qui vont permettre de vivre une expérience, c'est aussi de notre côté l'envie de on accueille on a des invités chez nous et on doit les accueillir de manière digne et la meilleure possible. Il faut savoir que chaque étape a été plébiscitée. Et le fait que ce soit plébiscité, c'est surtout le côté humain qui est mis en avant. C'est ce sentiment de nouveau d'être accompagné. Il y a ce côté de diminuer le stress, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Et puis, pour nous, en tout cas, ce qui est important, c'est la culture excusez-moi du terme, du sourire, où les gens y ressortent. Et pour nous, c'est la meilleure des évaluations, c'est quand les gens partent avec un immense sourire et avec un immense merci de l'expérience qu'ils ont vécue. Donc, globalement, on peut dire, à quelques exceptions près, qui nous intéressent aussi, mais à quelques exceptions près, on a de très très bonnes évaluations. Ce qui est aussi mis en avant, c'est ce plaisir de rencontrer d'autres personnes. Nous, c'est un objectif, c'est quand un médecin ou un soignant vient, c'est un hôpital, mais un hôpital, c'est pas que des soignants, c'est pas que des médecins, c'est aussi, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, des cuisiniers, c'est aussi des personnes qui s'occupent de l'administration, c'est aussi des personnes qui s'occupent des horticulteurs, des personnes qui s'occupent du nettoyage, de la logistique, et on met toutes ces personnes ensemble et ça crée vraiment quelque chose de très, très intéressant. Tout à l'heure, Paul a nommé le mot participant. Alors, c'est vrai qu'on parle de participants dans le monde de la formation de manière générale. Mais là, il prend une autre ampleur parce que le nouveau collaborateur se sent attendu, puisqu'on le sollicite avant qu'il arrive. Il se sent considéré, puisqu'on le reconnaît quand il arrive. Et il doit sentir qu'il va participer pleinement à développer toute la richesse de l'institution. Chacun participe à son niveau, dans son domaine, au succès de l'hôpital. Et en fait, toutes les activités de l'accueil et de l'intégration lui permettent de contribuer activement aux informations qu'il reçoit et qu'il retient. C'est exactement le message qu'on veut véhiculer. C'est vous entrez dans cette grande famille, vous contribuez et toute contribution est riche. Vous parliez tout à l'heure de NPS. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez nous définir pour ceux qui ne connaissent pas ce terme ? Oui, alors c'est surtout utilisé depuis de nombreuses années dans le monde du marketing, puisque en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la question dans quelle mesure est-ce que vous recommanderiez ce produit ou là en l'occurrence cette activité à un collègue. Alors dans le marketing c'est un ami, mais là ce serait à un collègue. Et puis donc la personne va noter de 0 à 10 et puis en fait ce qu'on va faire c'est on va prendre
les personnes qui ont noté 10 et 9, donc évidemment 10, 9, c'est que je recommande totalement, c'est le plus haut possible. Et puis 0 et 1, c'est je ne recommande pas du tout. Et tout ce qui est à plus de 9, entre 9 et 10, c'est considéré comme ce qu'on appelle les supporters. Donc c'est les personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour valoriser le produit, pour le soutenir. Tout ce qui est en dessous de 7, va être de 6 pardon, va être considéré comme les personnes qui sont réfractaires. Donc c'est assez sévère hein, comme test. Et donc on va soustraire en fait les supporters à ceux qui sont plutôt récalcitrants. Et puis ça amène ce score où on dit c'est un score entre moins 100 et plus 100. Tout ce qui est à partir de 0 jusqu'à plus 100 est positif. Donc on considère que le produit est positif. Et plus on va haut, bien évidemment. Par exemple, hein, on considère qu'un produit avec un NPS à 50-60 est considéré comme un très très bon produit. Pour vous donner, dans le monde du marketing, on prend souvent l'exemple des têtes de pont en termes de NPS, Tesla ou Apple, qui naviguent à 90. Vous avez vu, j'ai fait la traduction. 90, 95. Alors voilà. Mais c'est un indicateur qui est de plus en plus utilisé dans l'évaluation. Ce n'est qu'un indicateur. Pour nous, l'indicateur le plus important reste les commentaires. Quelles que soient en fait les modalités, ça reste les commentaires. Et notre objectif maintenant, c'est de pouvoir mesurer vraiment l'impact à moyen et à court et moyen terme dans l'intégration dans l'entreprise en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent un bon moment, ont un certain nombre d'informations importantes. Donc pour nous, c'est l'objectif qui est atteint. Maintenant, on a besoin de savoir quel a été vraiment l'impact pour eux dans leur prise de poste. Et on se rend compte que les quelques données qu'on a obtenues sur cette dimension font que pour eux, la journée d'accueil ainsi que le pré-boarding sont les facteurs les plus importants avec l'accueil du manager de proximité qui favorise le plus en fait leur intégration dans l'institution. Ouais. À quel type d'impact vous attendez sur le long terme? Quel est l'impact espéré de cette formation justement? Notre directeur des ressources humaines nous a demandé de travailler sur évidemment la marque employeur et le sentiment d'appartenance et d'augmenter le sentiment d'appartenance quand on arrive au HUG et d'appartenir à une institution qui est innovante, qui est créatrice, qui est engagée. Donc ça, c'est un des impacts. On aimerait bien que ça ressorte, et donc on va maintenant plancher sur le sujet. Et puis, on a envie que nos collaborateurs se souviennent de nos valeurs, puisque c'est avec ces valeurs-là qu'ils vont travailler au quotidien. Et ensuite, les informations pratico-pratiques avec lesquelles ils repartent et avec lesquelles ils ont besoin de traiter dès l'arrivée au HUG. Et puis, il y a la notion de réseau aussi. Normalement, quand on entre à 80 ou 100 personnes dans un endroit, on n'arrive pas à se reconnaître dans l'ascenseur ou dans la cafétéria. Et là, le fait de collaborer, de prendre le temps de faire connaissance, et puis de digérer toutes ces informations, parce que néanmoins, ça reste beaucoup d'informations, eh bien, ça leur permet de développer leur réseau interne. Voilà, donc on aimerait bien travailler sur ces différents impacts-là, et pour pouvoir s'améliorer aussi, puisque c'est l'idée. Et en parlant d'amélioration, vous disiez que la maison n'était pas tout à fait terminée, malgré donc du coup un NPS qui est très élevé. Il y a quand même des choses qui sont amenées à évoluer. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors on a une culture aussi de l'amélioration dans le sens où on veut affiner un certain nombre d'éléments pour que l'expérience soit encore plus cohérente et encore plus de sens. Et d'abord, il y a un élément qui est très très important et auquel on doit se frotter lorsqu'on fait du digital, entre autres, c'est la compliance lors du pré-boarding, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont réaliser et consulter jusqu'au bout toutes ces capsules. Ça va impliquer pour nous un renforcement du community management, puisque c'est souvent là-dessus qu'on fait des économies. Nous, au contraire, maintenant, on veut renforcer ça, c'est-à-dire que quand je parle de community management, c'est d'avoir, lorsque quelqu'un est lancé dans le processus et qu'on voit qu'il ne se connecte pas, pouvoir le relancer, sans être trop restant non plus, puisque
on doit être vigilant au fait qu'on a des personnes qui ne sont pas encore membres des HUG, donc on ne peut pas se permettre de trop bousculer aussi ce pré-boarding, puisque un certain nombre de personnes travaillent dans une autre entreprise et ont probablement d'autres activités, donc on ne peut pas être trop pressant, mais par contre, on peut travailler sur l'envie de venir sur notre application. Donc, il va y avoir ça. Il va y avoir un storytelling global. Aujourd'hui, on a une histoire. On a essayé d'avoir un storytelling qui soit cohérent. On veut renforcer ce storytelling avec le pré-boarding, avec la journée, la matinée d'accueil et puis ce post-boarding. Un hôpital, ça vit, et donc les contenus, entre autres, de nos capsules doivent évoluer aussi. Les contenus de notre rallye doivent aussi évoluer, donc on doit s'adapter. Et puis, ça c'est à titre plus personnel pour Caroline et moi, c'est affiner le déroulement de la matinée et l'animation qu'on peut faire, puisque à chaque session, on essaye de s'améliorer, rendre la session la plus accueillante possible, avoir des comportements les plus accueillants possibles, les plus dynamiques possibles. Donc, ça nécessite du travail d'animation et en-delà de nos rôles de responsable de la formation et de la pédagogie, c'est aussi continuer à progresser sur des dimensions d'animation et d'impliquer les personnes dans cette animation, parce que c'est là où c'est gagné, c'est quand les gens vraiment participent. En fait. Donc, c'est des points qu'on veut développer pour vraiment essayer de rendre cette expérience encore plus belle et encore plus marquante, que ce premier jour soit vraiment, qu'on s'en souvienne et que ça marque vraiment tout le reste de la carrière dans notre institution. Un point qui est intéressant à relever, c'est le fait que, voilà, aujourd'hui on a un canevas. Il est fait, le dispositif existe, il est robuste, il fonctionne très très bien. Et on l'a testé tout dernièrement avec nos apprentis. Les HUG sont le premier employeur du canton de Genève et aussi le premier employeur des apprentis. Et nous avons eu un public, pour le plus jeune, il avait 15 ans. Le plus âgé de nos apprentis avait 25 ans. Et on a pu se rendre compte que ce canevas, qui normalement est dédié à des collaborateurs lambda, fonctionne très bien aussi avec un public un peu plus jeune et pour lequel on pourrait penser que les attentes sont différentes, et ça a très très bien marché. Bon, mais en tout cas, c'est un très beau projet. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous et d'avoir tout détaillé, mais du coup, j'espère qu'on a rien spoilé pour les futurs participants, les futurs arrivés au HUG. En fait, c'est l'ironie du projet. Ouais. Parce qu'on parle de moments inoubliables, de moments uniques. Notre gratitude va vers les gens qui sont là chaque mois, qui nous offrent leur bonne humeur, leur adhésion, leur sourire. Ils vivent une expérience unique. Nous aussi, c'est à chaque fois unique. Et pour autant, on leur dit tout le temps, surtout ne dites pas ce qui s'est passé. Ne dévoilez pas ce que vous avez vécu, n'en parlez pas autour de vous. Alors que quand on sort d'une expérience comme ça, le premier truc qu'on veut faire, c'est le partager et puis de dire, écoute, là j'ai vécu un truc génial, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant on leur dit, non, ne dites rien parce qu'on ne veut pas briser la surprise pour les suivants. Et jusque-là, ça a plutôt bien marché. Bon, mais si vous avez apprécié ce podcast, surtout, n'en parlez pas, ne le partagez pas. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Clément. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce moment. Il est maintenant temps d'accueillir Axel Malescassier, responsable santé de My Serious Game, pour débriefer sur cet échange. Bonjour Axel. Bonjour Clément. Alors, tes réactions à chaud, je crois que tu n'as pas pris part à ce projet directement, mais j'imagine qu'en tant que responsable du pôle santé, tu as dû le suivre de près. Ouais, bien sûr. Je l'ai suivi depuis les prémices, depuis la proposition commerciale, et j'ai suivi bien sûr la production et tout simplement le rendu final. C'était hyper intéressant. Alors moi, ce que j'ai vraiment retenu en tout cas des échanges avec Paul, c'est la volonté de la direction, avant tout, de pouvoir dire carte blanche, on y va, on rebat les cartes, entre guillemets, on rechange tout. Il y avait quelque chose qui existait, avec un NPS de 20 ou 30, j'ai plus le chiffre exact, mais qui fonctionnait plutôt bien.
Et là, le directeur se dit « Non, moi je veux quelque chose de topissime ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque là. J'avais pas forcément cet écho à l'époque. On n'a pas toujours les infos stratégiques quand on vient travailler à notre niveau, mais ça, c'est vraiment le premier point que je retiens. L'autre point, c'est aussi ce que j'ai entendu, d'assumer les clichés, d'assumer le côté jeu. Et ça, c'est très, très, très rare. Rarissime, surtout dans le secteur de la santé, dans le secteur du sanitaire, avec des parcours d'onboarding beaucoup plus classico-classiques. Ouais, ma question n'était pas si bête finalement, avec est-ce que dans un environnement aussi sérieux, est-ce que faire une chasse au trésor par exemple, c'est pas complètement... Non, ça sort du cadre, et puis en fait, pour échanger au quotidien avec des professionnels de santé, en fait, c'est des gens drôles aussi, et c'est des gens qui sont humains, qui ont des relations avec des patients au quotidien, donc il faut qu'il y ait quelque chose d'humain, il faut qu'il y ait quelque chose de ludique, et voilà, je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Donc à l'époque où on avait fait ce podcast ensemble, t'occupais des fonctions un petit peu plus liées à la RH, et on avait parlé d'onboarding, donc c'est un sujet que tu connais déjà bien. Il y a toujours une forte demande sur cette problématique? Ouais, moi ça fait bientôt 9 ans que je suis chez MySerious.Game, ça fait 9 ans que je travaille sur des sujets d'onboarding. C'est un enjeu primordial, le marché de l'emploi, on le connaît, il est de plus en plus tendu, et ça fait aussi 9 ans que je dis ça, je crois. Et l'enjeu, c'est de recruter, mais de garder aussi ses collaborateurs. Les premiers jours, premiers mois sont les éléments charnières pour vraiment se dire à combien d'années d'engagement, combien de mois d'engagement il va y avoir avec ce collaborateur ou cette collaboratrice. Donc l'onboarding, c'est vraiment la rampe de lancement de l'expérience du collaborateur et de son vécu, en tout cas dans l'entreprise ou dans la structure. Et de ce que tu as pu voir en France, c'est quoi les enjeux de l'onboarding dans le domaine de la santé plus précisément? Est-ce que c'est la même problématique qu'ailleurs? Les enjeux au niveau de l'onboarding dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, etc., je pense qu'ils se rejoignent avec ceux d'une entreprise, mais en version accélérée. Je suis infirmière, j'arrive, bonjour, voilà le patient, où sont mes affaires, etc. Des fois, on entend parler de ça, on part de ce point de départ-là. Je pense qu'il y a énormément de travail. Après, il y a une vraie prise de conscience depuis quelques temps, parce que vous avez aussi vécu le Covid. On sait qu'on est en pénurie de professionnels de santé. On sait que les gens, quand ils arrivent, ils sont dans des conditions de travail assez complexes. Ils ont ça comme ça. Donc l'onboarding, il est vraiment essentiel, et c'est un gros axe de travail des DRH de manière générale. Après, sur les modèles d'onboarding et sur le côté digitalisation de l'onboarding, alors sans avoir réalisé encore de projets spécifiques là qui me viennent en tête, mais en tout cas en avançant sur des réflexions, oui, on entend parler très vite d'organisation, de côté administratif, ça bien évidemment, mais aussi très vite on m'a parlé de bientraitance. Moi, à première vue, vu de loin, j'arrive, je me dis pas en onboarding, on va me parler de bientraitance. Pourtant, c'est des sujets qu'on a vu aussi à la télé avec des grands groupes d'EHPAD, pour ne rien citer, mais c'est des sujets vraiment primordiaux qu'on intègre dès l'onboarding. Donc on voit qu'il y a aussi l'enjeu d'intégrer quelque chose en fil rouge sur ces éléments essentiels, pas uniquement les valeurs, pas uniquement l'administratif, mais aussi la qualité des soins et la philosophie aussi du soin. Il y a des projets d'onboarding que tu as menés qui t'ont marqué Oui, il y en a plusieurs que j'ai menés moi, personnellement, mais surtout les équipes de MySerious.Game. On a travaillé avec des grands groupes, on a travaillé avec des petites PME, des startups, tout secteur d'activité. Moi, j'ai moins travaillé encore, c'est un sujet qui est moins digitalisé aujourd'hui dans le secteur, encore une fois, de la santé. Mais je sais qu'on a travaillé avec Cultura, avec Vinci, avec Bouygues, très très tôt, en tout cas dans l'expérience de MySerious.Game, sur des parcours d'intégration hybride, mais jamais en tout cas sur les registres que peut proposer les HUG. Et leur projet à eux, il est particulièrement novateur de par le format et son ampleur. Est-ce que tu as déjà vu des projets de cette envergure ailleurs Alors le projet, il est hyper novateur pour plein d'approches. Le premier, c'est en effet l'hybridation de manière globale du parcours. Le deuxième, c'est le fait de travailler, comme l'ont dit Paul et Caroline, avec plusieurs acteurs,
plusieurs sociétés comme MyServiceGame. Donc ça, c'est aussi faut que ce soit ancré au plus haut niveau et au niveau de la direction. Il faut qu'il y ait vraiment un alignement des planètes, surtout pour une structure comme les HUG, sur le fait de travailler avec plusieurs startups. Ça veut dire qu'on multiplie le risque. Donc ça c'est un vrai enjeu novateur. Et puis le côté interopérabilité, en tout cas lien entre ces différents sujets. Je crois que Paul parlait de scénarisation, de fil rouge. Voilà, c'est vraiment ces aspects-là, je trouve, qui sont novateurs. Après, sur les fonctionnalités, techniquement parlant, après, il faudra découvrir le projet visuellement, quoi. Et justement, donc, tu parlais de cette collaboration. Est-ce que MyServiceGame a l'habitude de monter des task force comme ça pour des projets de ce type ? Alors, on commence à avoir une vraie expérience, en effet. Le projet, disons que on a des projets qui sont de plus en plus sur mesure, de plus en plus complexes techniquement, graphiquement, pédagogiquement. Ça fait, je dirais 3-4 ans maintenant. On a des projets aussi étatiques qui viennent en tout cas d'appels à manifestation de l'État sur lesquels on se réunit, ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense à un énorme projet en cours avec la Croix-Rouge française, par exemple, qui va naître progressivement au fil des mois. C'est quelque chose qui est nouveau et pas nouveau. En tout cas, disons que c'est nouveau par rapport à l'ancienneté du secteur d'activité du digital learning. Mais pour nous, je pense qu'on est quand même assez précurseurs sur ces collaborations et ces projets multipartis en consortium. Par rapport à cette collaboration, Paul et Caroline parlaient du tempo qui était difficile à gérer de par le fait qu'il y avait 3 prestataires et que tout était un petit peu lié, interconnecté. Comment ça se gère en interne ce genre de choses avec un prestataire qui a des livrables et puis nous on doit réagir en conséquence. Comment on a réussi à faire fitter tout ça en 6 mois en fait? Alors c'est Hugues qui a orchestré tout ça, qui a fait le chef d'orchestre, mais chez nous en interne, comment ça a été vécu? Alors je pense que du coup Caroline et Paul l'ont bien dit. Là pour le coup on a été peu en relation avec les autres partenaires. On a vraiment été avec un chef de projet HUG et MyServiceGame, un chef de projet HUG, TripTrap, etc. Donc le côté travail, collaboration directement avec les autres partenaires a été moins présent pour ce projet-là. Ce qui n'empêche pas qu'on ait trouvé des axes de travail communs et qu'on soit en ce moment même en train de travailler, notamment avec Urban Gaming, sur des projets complémentaires et différents avec d'autres clients. Donc ça c'est plutôt spécifique au projet d'onboarding où en effet on a été plutôt en silo, de manière isolée les uns les autres, ce qui n'empêche pas que le rythme de travail reste conséquent et que en effet il faut une harmonie graphique, etc. Par contre après sur d'autres projets c'est une vraie organisation en amont. Donc on va dire que le lancement du projet, réunion de lancement, de passation qu'on peut avoir nous dans nos process, on les maximise, on les optimise et on s'assure aussi qu'il y ait une vraie imprégnation de notre côté et celui de notre partenaire sur les modes de travail, sur la gestion, sur les productions, etc. Merci Axel. Merci Clément. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur votre plateforme de podcast favorite. On est présent sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, etc. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Digital Learning Makers.